Indien forme un ministère à Ayush, donc un ministère de l'Ayurveda, du yoga. Il inclut les siddhis, il inclut l'homéopathie. Les siddhis, c'est les sages en fait. C'est un peu l'équivalent des guérisseurs chez nous, c'est un peu les sorciers chez nous, c'est les gens qui ont le pouvoir, qui ont le pouvoir de guérir. Il inclut l'homéopathie, il inclut l'Ayurveda, il inclut aussi des techniques qui viennent de Perse, des techniques soufis qui ont traversé l'Inde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le monde s'ouvre et les cultures, et tant mieux pour notre culture judéo-chrétienne, qui a ses qualités sans doute et ses défauts. Voilà. Donc, alors, c'est un rapport direct avec la question des chakras, le yoga? Oui, bien sûr. Ou est-ce que c'est un élément essentiel? C'est un élément essentiel, puisque le yoga, comme la médecine chinoise, travaille sur un certain nombre de nadis, sur un certain nombre de canaux que la science n'a pas vraiment réussi à mettre en lumière en termes de matérialité. Ce sont des nœuds de croisement énergétique qu'on parle, et les chakras sont effectivement des nœuds de croisement extrêmement importants au yoga, comme en médecine chinoise, et on travaille aujourd'hui beaucoup. Alors quelles sont les premières expériences à faire quand on veut s'initier au yoga? Quels sont les premiers ressentis qu'il faut expérimenter? La respiration. Donc les gens se mettent... Il faut s'allonger, il faut se relaxer. Découvrir la possibilité de reprendre en main un peu sa respiration, ce que ça signifie. C'est-à-dire de comprendre qu'on peut avoir une respiration ventrale, on peut avoir une respiration thoracique, on peut avoir une respiration claviculaire, et qu'on peut jouer de ces respirations-là. On peut aussi vivre des émotions poumon plein, poumon à vide. Reprendre la main sur sa respiration, c'est reprendre la main sur sa vie. Est-ce que la maîtrise du mental fait partie du yoga aussi? Elle est au cœur, c'est le premier sutra de Patanjali, le but de tout ça est d'apaiser son mental. Donc de reprendre la main sur sa respiration pour reprendre la main sur son mental. Voilà. Que le mental ne soit plus le chef de gare du petit train qu'on mène dans la vie. On a une maîtrise de son mental, enfin en tout cas on ne se laisse pas envahir par les pensées. C'est ce qu'on souhaite faire, c'est ce qu'on souhaite, on travaille pour ça. Et il faut combien de temps à peu près pour disons, profiter pleinement du yoga? Il faut Dès les premières séances, vous ressentez des effets positifs. Il y a aussi le corps, on travaille sur tous les muscles, les articulations, les organes et tout ça. Tout ça participe à la bonne énergie de l'ensemble du... Alors là, il y a des problèmes parce que les gens n'ont pas... les gens n'ont pas développé très jeunes une certaine souplesse du corps comme le font les Asiatiques. Par exemple, ils ne savent pas s'asseoir. Donc ça, c'est quand même... C'est pas grave. Ah non? C'est pas grave. Il faut y aller petit à petit. Il faut faire selon ses possibilités, jamais forcer. C'est petit à petit. L'essentiel est d'en bien respirer. C'est pas d'être souple. Les magazines nous montrent toujours des belles filles jambes en l'air. Le yoga, ce n'est pas ça. Le yoga, ce n'est sûrement pas ça. Ça peut être fait sur chaise. Aujourd'hui, il y a des professeurs de yoga. On peut rester sur une chaise et faire du yoga. Les professeurs de yoga aujourd'hui vont dans les maisons de retraite, font respirer des gens qui ont 95 ans et le bonheur. Ces gens-là sont illuminés d'un sourire énorme parce qu'ils retrouvent le goût à la vie, le goût à la respiration, simplement en respirant. Et c'est aussi du yoga. À quel âge on peut commencer le yoga à votre avis? Dès 4 ans. Pas avant 4 ans. Même avant utérus, je dirais, le yoga se commence, puisque beaucoup de femmes découvrent le yoga au moment où elles sont enceintes. Il y a un yoga prénatal, postnatal. Le yoga est le seul à avoir parlé justement du périnée et de l'importance de travailler sur cette partie-là du corps. Et même les sages-femmes aujourd'hui sont adeptes du yoga parce qu'elles ont trouvé dans le yoga beaucoup de techniques intéressantes. Ben oui, ça permet peut-être de faciliter l'accouchement. Faciliter le post après la naissance. Ah oui. Et tout ce qui est massage des bébés aussi fait partie du yoga, mais également de l'Ayurveda. C'est un moment très important dans la Alors il y a un autre aspect qui a un rapport avec le yoga, c'est le Reiki, je crois, non? L'aspect guérison, est-ce que le yoga, est-ce que ça donne par exemple est-ce que ça développe les pouvoirs de guérison? Le yoga est-ce que ça permet de mieux d'avoir des vibrations Ça peut. Je pense qu'à partir du moment où vous êtes dans la maîtrise, vous pouvez commencer à développer. C'est deux mondes un peu différents. Mais Yogananda, dont on parlait tout à l'heure, parle par exemple de ses pouvoirs, des pouvoirs des rishis. Et le yoga, la maîtrise du mental, est une voie de développement de ces pouvoirs-là. Et là, il y a aussi la notion de corps astral, non? C'est pas capter ce qui est autour de nous. Tout à fait. Dans le yoga, on n'est pas simplement ce qu'on est, on n'est pas simplement ce qu'on voit, on n'est pas simplement ce que
bien plus grand que ça et Donc ça pourrait on est d'abord éventuellement... énergétique, c'est-à-dire que l'énergie dépasse notre corps et le corps astral est cette énergie qui nous dépasse et cette énergie qui rentre en communication avec d'autres énergies, avec des énergies de la nature, avec des énergies d'autres êtres humains et des énergies cosmiques. Le yoga pense que l'homme est celui-là. Ça peut développer les facultés prémonitoires, par exemple? Est-ce que, par exemple, un yogi, il sent plus ou moins clairement s'il est dans de bonnes vibrations ou mauvaises vibrations? Parce que je pense que quand on a une maîtrise de son mental, quand on voit sa personne à sa juste place, c'est-à-dire que quand on met son ego, je dirais, à sa juste place, on développe ce qu'on appelle en yoga de la viveka, c'est-à-dire le discernement. Et le discernement est une forme de cette forme d'intuition. On développe l'intuition, oui. On développe sa vibration présente, sa compréhension du monde au présent, sans mémoire, sans cause, et juste dans la présence des choses. Et dans la présence des choses, c'est là que l'intuition, le discernement et la vision vibratoire, l'intuition de ce qui va arriver, de ce qui est arrivé, de ce qui est vraiment là, se développe. Alors on appelle ça comme on veut. Qu'est-ce que vous pensez des mantras, M. Cellier? Les mantras, c'est une pratique qu'on retrouve dans toutes les pratiques spirituelles, chrétiennes, soufis ou autres, juives, etc. C'est une pratique, le mantra en tant que son, le son, il y a un yoga du son qu'on appelle le nada yoga, en tant que son provoque des ondes, une vibration qui est transformatrice, et en tant que sens, c'est-à-dire que le mantra peut avoir un sens, c'est-à-dire que les gourous donnent à leurs élèves, à leurs disciples des mantras, personnalisés, par exemple. Et le sens du mantra peut avoir une vibration particulière chez quelqu'un, lorsqu'il vous a été donné à vous, par exemple. Et il y a aussi des process de guérison qui existent, attestés par certains écrits, qui sont l'effet de la force des mantras. Donc quelque part, le chant peut être aussi une forme de yoga. Le chant peut être une forme de yoga. Le chant, déjà, il y a le souffle participe énormément au chant. Ah oui. Et la vibration sonore. Et le chant vous porte. Le chant est porte quand vous méditez, quand vous voulez apaiser votre mental, vous reposez sur un son, etc. Il vous emporte. Alors encore un élément classique, que pensez-vous des mandalas? Les mandalas, c'est lorsqu'ils sont fabriqués comme au festival de yoga par des moines bouddhistes pendant 3 jours et dispersés après ce long travail minutieux, c'est une image de l'art que l'Occident, c'est une image de l'art plastique, pur, sur l'impermanence aussi des choses. Le mandala est une chose assez complexe, c'est à la fois une représentation du monde, c'est un art. Et vous savez qu'un des succès d'édition en ce moment, ce sont les mandalas à colorier. Oui. C'est un vrai succès d'édition. On les colorie soi-même. Voilà, oui. Tous les éditeurs font des mandalas à colorier et c'est un de leurs revenus non négligeables en ce moment. Donc, mais le mandala, et d'ailleurs c'est un dossier qu'on va bientôt faire dans notre journal, c'est sur c'est la signification des mandalas. Parce que le mandala représente le monde, le mandala est bouddhiste et représente le monde et expliquer comment on lit un mandala me paraît assez important, c'est assez complexe. Vous êtes tout à fait au fond? L'Indien? Au milieu? On arrive, j'arrive. Oui, on va bientôt se terminer. Je vous remercie encore quelques minutes encore peut-être pour... finalement, est-ce que vous avez des colloques ou des congrès? Alors nous on organise pour la 3e fois cette année en 2015 le Yoga Festival à Paris, oui. Qui est l'équivalent des grands festivals des grandes villes du monde, Montréal, New York, Berlin, etc. C'est la 3e édition. Et qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Ce qui se joue à ce moment-là, c'est un moment de découverte pour beaucoup de personnes, parce qu'on parle beaucoup du yoga. Le yoga a une bonne image chez beaucoup. Vous êtes tout à l'heure chez votre grand-mère, chez votre grand-oncle, mais les gens ne savent pas ce que c'est que le yoga en vérité. Pour connaître le yoga, c'est pas en le lisant, c'est en le pratiquant. Donc ces festivals, c'est une opportunité pour nous de faire découvrir le yoga à beaucoup de personnes. Énormément de cours gratuits dans toutes les disciplines yogiques, je dirais, dans toutes les approches yogiques, avec les meilleurs professeurs. C'est un temps d'initiation. C'est un temps de découverte, d'initiation. Il y a aussi des ateliers d'approfondissement, les écoles, les centres qui viennent se représenter. C'est un moment de rencontre et de partage, de pratique et de rencontre. Alors il me revient à une autre idée, c'est
sur laquelle on n'est pas venu, c'est la question du sommeil et des rêves. Est-ce qu'on dort mieux quand on fait du yoga? Alors on dort mieux. Ou est-ce qu'on faut pratiquer une certaine forme de yoga pour mieux dormir? Je sais pas. Oui, pour mieux rêver. On dort mieux quand on fait du yoga parce que quand on n'arrive pas à dormir, c'est que le mental n'est pas apaisé. C'est qu'on a une multitude de pensées qui viennent à vous, qui vous angoissent, qui vous serrent le diaphragme et qui vous empêchent de dormir. Les bébés n'ont pas de problème pour dormir. Ils n'ont pas de soucis. Donc le yoga, oui, a des techniques qui permettent de faciliter la descente dans le sommeil. Il y a aussi un yoga très très important. Je sais que je suis sur la chaîne du subconscient. Il y a un yoga très très important qu'on appelle le yoga nidra, qui va puiser justement aux sources du subconscient, de l'inconscient et des archétypes qui nous construisent, et qui est un yoga du sommeil. Nidra voulant dire sommeil, c'est un sommeil conscient, un tout petit peu qui se rapproche des techniques de l'hypnose dont on parle beaucoup aujourd'hui. C'est un sommeil conscient qui vous invite à une plongée profonde dans votre corps et dans votre inconscient, dans votre subconscient, et qui est une des techniques qui vous aide à vous transformer aussi. Alors, dernière question, peut-être plus personnelle. Est-ce que le yoga améliore les relations qu'on a avec autrui? Oui, tout à fait. Parce que dans son couple, par exemple, avec ses enfants. Il devrait normalement, c'est jamais gagné. Le yoga n'est pas miraculeux, mais le yoga n'est pas fait pour. C'est pas une technique de bien-être, dans le sens, c'est pas une technique de développement personnel. Le yoga n'est pas centré sur soi. Le yoga est de prendre soin de soi, de s'estimer soi, pour être mieux avec le monde et mieux avec les autres. Le yoga a un projet comme le bouddhisme de transformation du monde. C'est pas simplement pour se transformer soi-même. C'est pas une technique de développement personnel. C'est-à-dire qu'on va mieux soi-même pour être mieux avec les autres. Oui. Espérons que ça se vérifie dans chaque couple. Ça peut permettre de mieux subir certaines crises ou certaines. Oui, parce que comme dans le yoga comme dans le bouddhisme, c'est une voie du contentement, c'est une voie d'acceptation. Et dans ce cas-là, on doit effectivement mieux accepter les épreuves, considérer que ce qui nous arrive dans la vie, même ce qui est difficile, est une épreuve qui doit pouvoir être qui est une opportunité pour se transformer. Ça renvoie au karma, quelque part. Tout à fait. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup, Gilles Cellier, de nous avoir accordé cette petite demi-heure. Merci à vous.